Merci Emmanuel. Oui, alors dans le cadre de cette semaine, comme tu l'as souligné, de ce mois du développement durable, parce qu'à Béziers, oui, bien sûr, on aurait pu en demander. Alors ce soir, j'ai à la fois le privilège et le plaisir d'accueillir déjà deux amis qui ont accepté de venir. Alors un qui est assez près, puisqu'il est à Bougeannes-sur-Livron. Il n'y avait même pas le Livron à traverser, juste la voie de chemin de fer Béziers-Neustadt. En plus, il y a des bus. Ah, c'est parfait, oui, je vois mon ami Laurent aussi. Voilà, et puis aussi donc, Olivier Marty et son épouse qui sont là ce soir du cabinet OML Lebé, donc architecte et urbaniste. Et puis donc aussi mon ami Gérard Monédière, qui est mon professeur de droit, quand j'étais à l'université, qui a dirigé ma thèse aussi, et qui lui vient un peu de plus loin parce qu'il vient de Limoges. Mais Limoges, pour info, c'est toujours en Occitanie. Parce que vous savez que la frontière, elle est plus dans la Creuse, la Creuse du Nord, la Creuse du Sud. La Creuse du Sud étant l'Occitanie, Limousin, et la Haute-Vienne, c'est aussi l'Occitanie. Donc je le remercie vraiment d'être venu spécialement pour nous, pour participer à cette conférence. Alors, je vais commencer, après on s'installera. Alors, comme l'a dit Emmanuel, le thème de ce soir, c'est sur Habitat, même c'est sur la ville et la biodiversité. Alors, pourquoi ce thème? Parce que nous étions l'an dernier dans l'année mondiale sur la biodiversité. Et alors, non, au niveau mondial, c'est-à-dire au niveau de la communauté internationale, c'est sur la biodiversité. Et il apparaît qu'aujourd'hui, la biodiversité est menacée, puisque certains scientifiques parlent de la 6e extinction des espèces, notamment avec en gros entre, ça dépend des scientifiques, mais entre 20 000 et 60 000 espèces qui disparaissent par an. C'est énorme. Donc il a fallu, et au niveau international, il y a une prise de conscience qui fait qu'on se dit comment préserver la biodiversité et comment aussi la préserver justement dans nos villes, puisque je vais vous montrer dans quelques minutes un petit film du CNRS. D'ailleurs, je les remercie puisqu'ils m'ont autorisé à présenter ce petit film de 5 minutes, et qui montre que nous habitons, donc la population de la Terre vit de plus en plus dans les villes. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards d'individus, nous serons 9 milliards en 2050, et les enjeux de la biodiversité en ville vont se poser à nous. Ils vont se poser à nous, à la fois parce que c'est une urgence planétaire, environnementale, et puis ils vont se poser à nous en termes de normes, puisque, juste une diapo, nous avons aujourd'hui, donc en tant que juriste, je vous pose juste deux cadres, un cadre d'action au niveau mondial, avec une convention qui a été signée en 2010 sur la diversité biologique à Nagoya, au Japon, et cette convention internationale qui pose un certain nombre, à la fois l'état de la planète sur la biodiversité et le fait de préserver cette biodiversité, alors sur des champs qui vont être des champs aussi bien l'agricole, l'urbain, le paysage, donc des champs assez vastes et transversaux, comme le sont toujours les champs liés au développement durable, et une loi qui, en France, sera... alors, loi dont le projet de loi est sorti la semaine dernière, et là aussi, bon, il y a un remaniement ministériel. Donc, Philippe Martin, ancien ministre de l'écologie et du développement durable, avait posé cette loi au dernier Conseil des ministres. On ne sait pas ce qu'elle va devenir, mais grosso modo, elle va poser un cadre, notamment avec la création d'une agence nationale sur la biodiversité, agence qui devrait être certainement à Montpellier d'ailleurs. Donc il va poser un cadre et qui va donner un certain nombre d'éléments de clarification peut-être sur ce qu'on va appeler déjà les trames bleues, les trames vertes, qui sont des trames qui doivent permettre notamment à des animaux d'avoir une continuité écologique, des corridors. Donc ça, si vous voulez, c'est le cadre qui est en train de se mettre en place.
Mais c'est toujours très difficile de parler de cadre et de loi quand on parle de biodiversité. Parce que la nature, elle n'a pas attendu l'homme pour se développer. Donc on va mettre des cadres. Le problème, c'est qu'à un moment donné, protéger le lézard ocellé, protéger d'autres espèces, c'est pas forcément la loi uniquement qui va le faire. Donc l'idée aujourd'hui, c'était de vous présenter, à la fois au travers des deux interventions, eh bien, une notion avec Olivier plus liée, je veux dire, à la temporalité de la ville, c'est-à-dire quels sont les besoins dans la ville, et peut-être comment le besoin de biodiversité demain peut se faire entendre. Puisque vous savez qu'Emmanuel a dit, les étudiants du DU ont réalisé cette petite exposition, cette photo de la biodiversité dans la ville. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de parler de biodiversité dans la ville, mais pourtant il y a des arbres, il y a des fleurs, il y a des plantes, il y a des animaux aussi, des pigeons, des chats, animaux sauvages ou domestiques. Donc il y a toute cette biodiversité qu'il va falloir peut-être se réapproprier et voir comment elle peut se réapproprier pour demain. Et puis Gérard, qui lui interviendra un petit peu sur les considérations en général et peut-être historique aussi, en nous parlant de ce qui s'est fait par le passé, parce que nous ne sommes pas dans une civilisation on est dans l'innovation, mais nous n'inventons parfois rien. Il a existé beaucoup de choses. Et c'est intéressant de se tourner vers le passé et aussi vers le droit pour savoir ce qui s'est fait et ce qui peut se faire demain. Alors pour commencer, pour débuter, je voudrais juste vous présenter un petit film. Si certains après sont intéressés, je donne, enfin, vous allez voir l'adresse. C'est le CNRS qui a réalisé ce petit film sur la vie de nature. Je vais vous présenter juste le film numéro 3 sur repenser la ville et justement ce que pourrait être la ville durable avec de la biodiversité. La création d'espaces verts urbains par simple souci d'esthétique ou d'hygiénisme est dépassée. Aujourd'hui, l'objectif est aussi de préserver la biodiversité menacée par l'expansion des villes qui fragmentent les espaces naturels. Car le constat est alarmant. L'espace utilisé par habitant dans les villes en Europe a plus que doublé ces 50 dernières années. Ainsi, on a assisté au cours des 2 dernières décennies à une augmentation de près de 20% de la surface des agglomérations dans de nombreux pays d'Europe occidentale et orientale, tandis que la population n'a augmenté que de 6% environ dans le même temps. L'enjeu actuel est double. Il s'agit d'intégrer davantage de nature en ville, de manière à favoriser l'indispensable circulation des espèces, tout en maintenant un tissu urbain dense pour éviter un étalement préjudiciable à la biodiversité. Auparavant considérée seulement comme un élément de destruction de la nature, la ville est maintenant en passe de devenir un acteur incontournable du fonctionnement des biodiversités régionales et nationales. Les trames vertes et bleues mises en place actuellement consistent à connecter entre elles les zones de nature afin que la faune et la flore puissent circuler au sein de corridors écologiques reliés à l'extérieur de la ville. En y insérant des circuits pour vélos et piétons, ce véritable maillage vert bénéficie également aux citadins toujours plus demandeurs de nature. Certaines villes appliquent déjà ce concept. C'est par exemple le cas de Nantes, qui tire parti des nombreux cours d'eau qui traversent l'agglomération. Bruxelles a aussi défini un maillage vert destiné à mettre en réseau les parcs de la métropole belge. Quant à Barcelone, elle concentre ses efforts sur la réalisation d'un corridor vert en centre-ville. Ailleurs dans le monde, se développent des écoquartiers comme le célèbre BZ en Angleterre, la zone Vauban en Allemagne ou Eden Bio à Paris. Ces quartiers à haute qualité environnementale sont conçus selon les principes du développement durable. Énergie renouvelable, efficacité énergétique, transport en commun renforcé, équipement de proximité, mobilité douce. Les solutions mises en œuvre pour réduire l'empreinte écologique et l'impact sur la biodiversité sont multiples. Enfin, des projets futuristes fleurissent aussi dans les cabinets d'architectes. Écoquartiers à la verticale, sous forme de gratte-ciel dotés d'unités de production agricole, bâtiments d'épaulement,
Ville nénuphar, les projets ne manquent pas. Mais avant que ces réalisations voient le jour, un développement raisonné de la biodiversité en ville apportera déjà des services écologiques essentiels pour les citadins, tels la prévention des risques de crues, le traitement de l'air, de l'eau et des déchets. Donc Olivier, pour discuter sur la temporalité un petit peu de la ville. Oui, donc je me présente, Olivier Marty. Tout d'abord, je tiens à préciser que la plupart des architectes, je suis réfractaire à toutes les normes et toutes les réglementations. Donc je voudrais préciser mon propos sur la temporalité, sur les besoins et sur les conditions de vie qui ont présidé à la création des villes. Pour commencer, deux anecdotes. Étant enfant, je pensais que les villes existaient depuis toujours. Ma maman, qui a eu la chance de naître et de vivre et d'habiter dans une prestigieuse villa qu'a construit Antoni Gaudi, architecte à Barcelone, m'expliquait que finalement, quand elle allait se promener en périphérie de la villa, elle regardait comment se construisait cette magnifique cathédrale et que la Sagrada Familia. Plus tard, lorsque je suis allé sur le site de la Sagrada Familia, je me suis rendu compte que le chantier était toujours en cours. Et là, désespoir, je ne comprenais pas pourquoi il fallait autant de temps pour construire une cathédrale. Quelques années plus tard, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'architecture, avec ma délicieuse épouse, nous sommes rentrés à l'école d'architecture de Montpellier dans les années 85 et le polygone à Montpellier venait d'être construit. Antigone démarrait sa construction. Et la question qui se posait dans toutes les bouches à l'école d'architecture, c'était de savoir en combien de temps prendrait la greffe. Donc, ces notions de temporalité, de besoins par rapport aux sociétés et de conditions de vie m'ont poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est donc à la lumière du passé que je souhaiterais expliquer, ou en tout cas m'appuyer pour développer mon propos sur la ville d'aujourd'hui et celle de demain. Les premiers hommes qui ont construit les villes, des nomades qui se sont sédentarisés, entretenaient avec le lieu une relation mère-enfant. Ce lieu devait avant tout les nourrir, avant tout les protéger. Donc ils se sont installés dans des plaines fertiles, proches de grands cours d'eau. Ils entretenaient aussi une relation de cosmologie avec le site. Plus tard, ils adorèrent des dieux, comme dans des villes comme Thèbes, Sumer en Mésopotamie, Thèbes en Égypte, Jérusalem, Athènes ou Rome. Et ces dieux, c'était en fonction du paysage, en fonction du territoire avec lequel ils entretenaient une relation. Ces dieux, c'était des dieux, plusieurs dieux, en fonction du paysage. Avec les guerres de religion, avec les invasions barbares, la ville se transforme forcément. Elle se part de palissades de bois, de pierre. Elle se fortifie et à l'intérieur des villes s'organise un véritable tissu urbain. Ce tissu urbain s'organise en fonction de constructions stratifiées, de constructions mixtes qui développent l'artisanat, le commerce et l'habitat. On a dans ces fortifications de grands vides et l'agriculture urbaine, comme dans les premières cités de Mésopotamie, est toujours présente. Donc la biodiversité existe déjà, on n'a rien inventé comme disait Laurent, la biodiversité existe déjà dans ces villes moyenâgeuses.
À la Renaissance, malgré l'avènement de la perspective, du sens du beau, du sens de la parole, il n'y a pas grand-chose qui change. Il faudra attendre le siècle de lumière pour le siècle de lumière et les siècles qui ont suivi, pour que, avec l'industrialisation, la ville s'émancipe de ses murs. L'industrie s'installe donc en périphérie, elle aussi, des voies fluviales, des voies ferroviaires, puisqu'on assiste au développement du train, des grandes voies marchandes, et la ville saute les murs, la ville se rapproche de l'industrie. De nouveaux besoins naissent, d'où la notion de besoin. La ville commence à se sectoriser et les faubourgs naissent. On n'a plus peur des assaillants, on n'a plus peur des invasions barbares, on n'a plus peur des guerres de religion. On police plutôt la ville, donc les grandes avenues apparaissent, les grands jardins apparaissent, les grands parcs apparaissent, et on apprivoise plutôt la ville. Les villes dessinées apparaissent. Cette sectorisation de la ville, ce zonage de la ville va malheureusement se perpétuer jusqu'à aujourd'hui. Au début du XXe siècle, on voit apparaître une architecture internationale avec le plan voisin de Le Corbusier, Chandigarh et plus tard Brasilia. Ces villes qui font une large place à la division des fonctions, à la séparation des fonctions, sont malheureusement organisées pour le tout automobile. Et l'automobile est en train donc de prendre le dessus, et l'habitat évolue guère. Mais de nouveaux besoins naissent, le besoin de déplacement. La ville donc se sectorise, la ville s'étale, la ville se dilue, et bientôt des quartiers entiers apparaissent sans véritable lien avec la ville-centre, sans véritable lien avec les spécificités géographiques et locales qui ont prévalu à la réalisation de ces villes. Donc on assiste à une dilution de la ville. Il faudra attendre l'après-guerre, la Deuxième Guerre mondiale, pour que l'habitat, puisque c'est un des éléments de notre conférence de ce soir, l'habitat évolue avec les grands principes de la charte d'Athènes, le soleil pour tous, l'air pour tous et l'électricité et l'eau courante. Donc, le constat est qu'en 1950, en 1945, la ville, en 2000 ans, a évolué, mais très peu évolué. Aujourd'hui, la ville est toujours zonée, la ville est toujours sectorisée. L'économie a pris le dessus sur le plaisir du beau, sur les sens. J'allais dire, on a assisté à un développement du marketing planétaire, à une McDonaldisation de nos périphéries, à une pacmanisation de nos territoires, et la ville est toujours la même. Donc en 50 ans, nos besoins ont évolué, nos relations aux autres ont évolué, nos relations au territoire ont évolué plus qu'en 2000 ans. Quelle place pour la ville? Quelle place pour la ville? Donc je pense qu'il faut, pour la ville de demain, en tout cas, il faut un changement de gouvernance qui soit plus à l'échelle du territoire, qui mette en commun des équipements, qui mettent en commun les modes de déplacement, avec des modes de déplacement doux à l'échelle du territoire, repenser la ville comme l'ont pensé les premiers êtres humains qui se sont installés
et qui ont créé les premières villes avec des spécificités locales, avec des spécificités régionales, retravailler sur des spécificités culturelles, avoir une réflexion sur la mutabilité des sols, avoir une réflexion sur la mutabilité de la propriété, comme l'ont certaines cultures, et avoir une réflexion sur un travail de la ville sur la ville, c'est-à-dire recréer du vide, recréer des possibilités d'introduction de friches urbaines, ne plus avoir peur des herbes folles. Aujourd'hui, on nous propose deux doctrines, on l'a vu dans le film précédent, la ville verticale qui est peu vorace en espace, qui permettra certainement des continuités de pollinisation, qui permettra de restituer des sols plus perméables, qui permettra de retrouver des circuits courts, et une autre doctrine qui est une doctrine plus nordique, la ville lanière, organisée en fonction du finger plan. Un de mes collaborateurs que je vois là-haut qui a étudié à Copenhague a certainement travaillé là-dessus. La ville lanière où sur des bandes de 200 mètres, finalement on va alterner une mixité d'habitats, de lotissements artisanaux, de lotissements économiques, de biens culturels, d'équipements publics et des bandes plus vertes qui vont s'interpénétrer les unes des autres, les unes aux autres, mais toujours avec un vecteur commun de retravailler la ville sur la ville. Alors pour finir, Jean Nouvel nous dit que la ville est une concrétion des relations entre les hommes et le contexte qui les entoure. Je dirais que c'est une concrétion mutante, et cette concrétion mutante a un prix. Je regardais le film tout à l'heure, 153 milliards d'euros pour retrouver des continuités de pollinisation. Merci. Bien. Je voudrais commencer en remerciant Laurent de m'avoir fait l'honneur de m'inviter afin que je vous dise quelques mots. Et malheureusement, il a eu la maladresse dans sa présentation de dire que j'étais juriste. Et j'imagine que certains d'entre vous ont senti leurs os se glacer en se disant ça ne va pas être le meilleur moment de la soirée. Alors, il aurait dit plus vrai, tu en seras d'accord, en disant que certes, je suis juriste, mais qu'à d'autres égards, j'ai fait la preuve d'un certain éclectisme. Et c'est plutôt ce versant de l'éclectisme que je vais vous proposer ce soir. Dans un premier temps, quelques considérations générales par rapport au thème. Considérations générales assez décousues pour donner à penser, simplement. Et dans un deuxième temps, des observations plus personnelles sur la possibilité de conduire des politiques publiques qui, en matière de biodiversité urbaine, ne tombent pas d'en haut en générant, comme toujours, immédiatement de la méfiance du point de vue des populations, mais peuvent, me semble-t-il, rencontrer spontanément l'adhésion, non pas de tout le monde, mais de vastes couches de la population, notamment parmi les catégories sociales les plus modestes. Alors, premier point, considération générale. Lorsque la Convention sur la biodiversité et sur la protection de la diversité biologique, biodiversité, la Convention cadre, la Convention générale,
a été signé à Rio, c'était en 1992. En 1992, l'environnement avait le vent en poupe. Il était dans sa phase instituante, rien ne semblait susceptible de lui résister, s'y opposer. Je ne suis pas certain que la situation soit rigoureusement la même aujourd'hui. Mais enfin, c'est une convention internationale, c'est un acte non seulement juridique, mais aussi symbolique, qui consacre en réalité, ce moment-là, le mot même de diversité biologique ou de biodiversité. Certains, d'ailleurs, à l'époque, l'ont assez mal pris, en disant pourquoi est-ce qu'on ne dit pas, comme on dit depuis toujours, pourquoi est-ce qu'on cesse de dire nature? Est-ce un effet de la technocratisation du langage? Je ne vais pas vous refaire le coup du technicien de surface. Non. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté cachée derrière? Est-ce que... etc. Donc, peut-être bien, en préalable, à titre liminaire, la nécessité de s'interroger sur qu'est-ce que c'est que la biodiversité. Et quitte à mal plaider la cause de la biodiversité, je crois qu'il faut apporter un certain nombre de précisions. Certes, la biodiversité, c'est la nature, mais c'est toute la nature. C'est-à-dire, non seulement la nature, dans ce qu'elle peut avoir de chatoyant, de séduisant, d'enthousiasmant, de reposant, etc., mais également la nature dans, je ne vais pas éviter les mots, la nature dans ce qu'elle peut avoir de dangereux et de repoussant. C'est-à-dire que d'une certaine façon, la biodiversité, si je voulais être brutal, je dirais, c'est aussi bien dans le règne végétal que dans le règne animal, ce sont des molécules de chimie organique agencées de manière suffisamment originale pour vivre, se développer et se reproduire. Mais la réalité de cette biodiversité, dont la dimension de diversité doit être, du point de vue des intérêts de l'humanité, absolument maintenue. Il a été surabondamment démontré que plus un système s'appauvrit, moins un système est divers, plus il devient fragile, sinon moribond. Lisez Edgar Morin sur ces questions-là, il est extrêmement convaincant. Cette biodiversité qui doit être absolument maintenue, eh bien, il suffit d'examiner les listes d'espèces, notamment animales, classées à protéger, pour y découvrir d'agréables compagnons tels que la vipère, je ne sais quoi, ou des insectes qu'on ne souhaite pas nécessairement trouver dans son lit quand on se couche, etc., etc. Tout ça, ça fait partie de la biodiversité. Et cette volonté de protéger la biodiversité n'est pas uniquement le fait de ceux qu'on pourrait regarder comme des protecteurs de la nature totalement fanatisés, mais cette volonté de protéger la biodiversité conduit parfois à des alliances que de prime abord on aurait pu imaginer contre nature. C'est-à-dire que dans une politique publique, dans l'adoption de textes visant à la protection de la biodiversité,
On va bien entendu trouver des organisations non gouvernementales écologistes, mais également très puissamment l'industrie pharmaceutique. Dans les différents secteurs économiques à l'heure actuelle, l'industrie pharmaceutique est particulièrement intéressée à la plus stricte protection de la biodiversité végétale et animale. La raison, vous pensez bien que ce n'est pas de l'altruisme, hein, la raison, vous l'avez déjà entrevue, eh bien c'est l'invention et la mise sur le marché de médicaments nouveaux. Mais les médicaments nouveaux, ils sont quasiment toujours copiés sur la nature. Avant d'être capable de fabriquer la molécule de synthèse, eh bien, il faut pouvoir analyser telle molécule présente dans tel animal. Je pense en particulier, pour illustrer mon propos, à une adorable petite grenouille de toute petite taille qui pullule dans certains secteurs de la forêt amazonienne, y compris en France, puisqu'on en trouve en Guyane. Elle a une particularité. Alors, vous pouvez chercher, naturellement, je ne suis pas naturaliste, donc je n'ai pas retenu son nom scientifique. Hein. Vous pouvez chercher sur Internet, vous trouverez son image. Elle est d'une extrême beauté, avec des couleurs rouges, vertes, comme on peut imaginer les couleurs que l'on trouve dans la forêt amazonienne. Et elle a une spécificité, c'est qu'elle se nourrit en tuant ses proies, pour la plupart des insectes, en leur crachant dessus, conservant les proportions d'échelle. Si j'avais la même capacité de crachat que cette grenouille, je pourrais menacer la personne qui est au dernier rang là-haut. Hein. Et alors, ce que les naturalistes ont observé, c'est que le malheureux insecte ou le petit animalcule touché par le crachat était mort sur le champ, immédiatement. Et donc, les scientifiques et l'industrie pharmaceutique se sont intéressés à la nature de ce crachat, on pourrait dire de ce venin, hein, et y ont découvert une molécule qui permet dans toute une série de traitements de substituer le médicament nouveau à la morphine sans devoir supporter les effets secondaires extrêmement lourds des traitements à base de morphine. Et de manière provocatrice, certains n'hésitent pas à dire que peut-être bien que s'il y a je ne sais quel vaccin, je ne sais quel antidote, je ne sais quelle molécule propre à guérir efficacement et rapidement les cancers, eh bien vraisemblablement cette molécule, elle est quelque part dans une bestiole peut-être dangereuse ou peut-être répugnante de la forêt amazonienne. Donc je voulais vraiment bien pointer cet aspect. La biodiversité, c'est un bien commun, c'est un potentiel commun pour l'humanité. C'est également, évidemment, notamment sous nos latitudes, la diversité paysagère, la diversité végétale, animale, qui, là, emprunte beaucoup plus souvent des aspects séduisants. Mais me direz-vous, la biodiversité dans la ville? Alors, ça, je crois vraiment que c'est un sacré défi. Hein. Tant il est vrai que, de manière véritablement anthropologique, d'un point de vue culturel,
depuis des siècles et des siècles, depuis les premières sédentarisations au néolithique que tu évoquais, hein, nous avons spontanément tendance, et je vais dire si c'est culturel, on n'a pas tort, simplement mieux vaut être conscient de ce que l'on fait. Nous avons spontanément tendance à opposer, mais vraiment très brutalement, ce qui est de l'ordre de la ville et ce qui est de l'ordre de la campagne. Un petit peu comme s'il devait s'agir de deux mondes qui n'ont à peu près aucun point commun, hein, avec historiquement, bien entendu, une constante tendance de dévalorisation de ce qui relève de la campagne au bénéfice de ce qui relève de la ville. Le mot latin pour dire ville, c'était urbs. Urbs a donné urbanité. Et le mot latin pour désigner la campagne, c'était rus. Et il a donné rusticité. Alors, qu'est-ce que vous préférez qu'on dise de vous? Que vous témoignez d'une exquise urbanité ou que vous avez fait preuve de rusticité, hein? Le choix, je crois, est vite fait, hein? Et dans cette vision très binaire, très manichéenne, très exclusive, il y a ce qui relève de la ville et il y a ce qui relève de la campagne. On a les pires difficultés. On a les pires difficultés à imaginer peut-être pas la campagne en ville lorsqu'elle est policée, lorsqu'elle est civilisée, les parcs et jardins. Mais on a beaucoup de difficultés à imaginer le sauvage en ville. Or, vous pouvez faire l'expérience, ça contraint, mais ce n'est pas toujours une contrainte, à être en ville tard la nuit. Il y a une vie animale sauvage dans les villes. Il y a des animaux, alors les journalistes font leur chou gras des affaires des sangliers, naturellement, hein, vous savez bien, qui de temps en temps défrayent la chronique. Mais on trouve des renards, on trouve différentes espèces qui semblent reconquérir la ville. Cette réalité-là est connue depuis plusieurs dizaines d'années, puisque c'était des scientifiques durs qui avaient dégagé ce champ de recherche qui s'appelait l'écologie urbaine et qui avait attiré très tôt l'attention sur ce phénomène, peut-être bien, du retour du règne animal sauvage en ville, au point que, pour certains, d'ailleurs, eh bien, on pourrait presque les considérer comme des immigrés, parce qu'ils fuient la situation qui leur est faite dans les espaces ruraux. C'est particulièrement vrai de certaines espèces d'oiseaux. S'ils fuient les espaces ruraux, c'est très largement à cause des effets de l'agriculture productiviste, de l'utilisation démesurée en France, puisque la France est en Europe le champion des champions, d'utilisation des molécules chimiques artificielles dans l'agriculture, qui appauvrissent considérablement la faune et la flore rurale, au point que certains animaux ne trouvent plus à se nourrir à la campagne, mais trouvent à se nourrir en ville. On est donc dans une sorte de paradoxe ici qui mérite d'être connu. Alors je vais passer rapidement et vous signaler simplement, mais Laurent sera toujours là et il pourra donner des indications à ceux qui en auraient besoin, qu'en matière de réflexion sur la biodiversité urbaine, on en est quand même un peu encore au début.
matière de réflexion. Mais que le secrétariat, par exemple, de la Convention sur la diversité biologique a commencé à produire des rapports relatifs à la biodiversité en ville, que le Conseil de l'Europe, c'est pas l'Union européenne, le Conseil de l'Europe a publié des résolutions relatives à la biodiversité urbaine, que l'Union européenne elle-même a édité au moins une communication de la Commission relative, elle aussi, à la diversité urbaine, et qu'au plan interne, au plan français, un des axes du Grenelle de l'environnement suggérait une politique publique, un plan qui était intitulé « Restaurer et valoriser la nature en ville ». Et plusieurs grandes villes se sont engagées dans une sorte de déclinaison de ce plan. Ce qui apparaît, le constat qui est fait et qui appelle à de nouvelles recherches et à des politiques publiques, c'est qu'on ne connaît que très mal, quantitativement et quant à sa dynamique, la biodiversité végétale et animale urbaine. On n'en est, je le redis, encore qu'au début de la réflexion, d'où l'intérêt des observatoires régionaux de la biodiversité qui ont été créés dans, aujourd'hui, à peu près toutes les régions. Il faut inviter les observatoires régionaux de la biodiversité à s'intéresser à la biodiversité urbaine, tant qu'il est vrai que les naturalistes eux-mêmes, spontanément, se donnent des objets de recherche avant tout à la campagne, mais certainement pas à la ville, en disant la ville c'est pas pour nous. C'est toujours cette puissance des représentations culturelles. Et de façon plus générale, je crois que c'est en matière de protection de la biodiversité encore un motif de plaider pour une bien plus intense sensibilisation et une bien plus dynamique éducation à l'environnement que celle qui existe à l'heure actuelle au niveau français. Le fondement juridique, il existe, il est constitutionnel, puisque la charte de l'environnement prévoit explicitement cet objectif de sensibilisation et d'éducation à l'environnement. J'en finis sur ce premier point avec tout de même quelques éléments encourageants. Je crois que c'est toi qui en as parlé, Laurent. Ce qu'on appelle les corridors écologiques, ce qui s'appelle aussi la trame verte et bleue. Les différentes trames vertes et bleues, alors vert pour le végétal et bleu pour l'eau, l'aquatique. C'est ça le chromatique de l'expression. Les différentes trames sont en cours d'élaboration, la trame nationale d'une part et les trames régionales d'autre part. Ce sont des enjeux importants. Ce sont des enjeux importants et je crois que chacun, tout est légitime. Ceux qui ont à cœur la protection de l'environnement et ceux qui ont à cœur le développement urbain. Protéger est légitime, aménager est légitime également. Devrait être très attentif aux conséquences éventuelles de la publication, une fois l'élaboration finie,
de ces trames vertes et bleues. Parce que une fois que la cartographie aura repéré je ne sais quel corridor à protéger de tel endroit à tel endroit, et il ne sera plus question de faire passer la rocade routière en coupant cette trame. Voilà pour les années qui viennent les difficultés supplémentaires, alors qu'ils en connaissent déjà beaucoup, auxquels se heurteront ceux qui élaborent notamment les documents d'urbanisme. J'en viens au deuxième point, qui traite d'une pratique très ancienne, répandue de manière plus accentuée, mais répandue dans toutes les villes occidentales et aujourd'hui d'ailleurs dans toutes les villes de la surface de la Terre, une pratique qui peut, sous conditions, et je reviendrai sur les conditions, présenter une pluralité de bénéfices, dont la protection de la biodiversité urbaine. Je veux parler de ce vieux mouvement, parce qu'au moins en France, c'est un mouvement qui remonte au XIXe siècle, dit des jardins ouvriers. Et je pense que quand je dis jardin ouvrier, ça parle à tout le monde. Alors la terminologie juridique a changé, maintenant il faut dire jardin familial. Bien, on date. Lorsque j'évoquais la pluralité des bénéfices, je crois qu'il est très commode pour moi de reprendre les affaires, les histoires des fameux piliers du développement durable. Alors, imaginons une seconde une famille, pas forcément une famille pauvre, mais la plupart du temps une famille modeste, qui bénéficie de la location d'un jardin familial, tant il est vrai qu'elle vit également en location dans un immeuble collectif. Prenons tout d'abord le pilier économique. C'est assez difficile à chiffrer, mais il y a accord de ceux qui se sont penchés sur le problème, y compris certains services de l'INSEE, pour dire que le différentiel de coût des légumes que l'on retire du jardin par rapport aux légumes qu'on achète dans le commerce est absolument considérable. Est absolument considérable. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir une laitue, une salade à 1 €, voire plus. Je connais certaines familles qui ont un jardin familial où, à la saison, c'est-à-dire à la saison des récoltes, à la fin de l'été, la maison, le logement, se transforme en une sorte de micro-industrie agroalimentaire. Entre les conserves, le congélateur, le ceci, le cela, on en tasse pour l'hiver. Et on s'y retrouve. Que dire maintenant, par rapport à la notion de développement durable, du pilier social? Et le pilier social, dans le jardin familial, il se développe quasiment spontanément. Quasiment spontanément. C'est dans un jardin entre jardiniers que les hommes vont, et trop peu souvent les femmes, encore que ça commence à venir, mais que les hommes en tant qu'êtres humains, vais-je dire, vont se parler
le plus spontanément et le plus sereinement. Et l'exemple rêvé que j'avais observé personnellement est le suivant. Une distribution de l'eau dans un jardin familial nouvellement créé. Et chacun récupère son lot, s'installe et regarde son voisin. Normal, ses voisins. Autant dire sincèrement, certains, a priori, ne sont pas complètement satisfaits de leurs voisins. Ils auraient préféré un peu plus blanc. Ils auraient préféré... ben non, c'est pas le cas. Et dans un premier temps, chacun jardine dans son coin. Seulement, celui qui vient du sud-est asiatique, ben, il a les réseaux pour planter les légumes de son pays. Parce que la culture culinaire, ça fait partie de la culture. Et celui qui vient du Maghreb, il a aussi ses affaires. Et le Turc aussi, et etc., etc. Et arrive le printemps. Arrive le printemps. Et là, je vous assure, ce qui se passe, c'est toujours la même chose. Chaque jardinier participe à sa manière de je ne sais quelle catégorie spirituelle qu'on pourrait appeler l'homme jardin. Par-delà tout ce qui fait la spécificité de chaque jardinier, il partage quelque chose d'essentiel avec ses voisins, et c'est bel et bien le jardinage. Au point que quelquefois, j'ai eu l'impression qu'un vrai jardinier, c'était un peu faux de dire qu'il possédait son jardin, j'avais plutôt l'impression que c'était son jardin qui le possédait, oui, au sens d'une possession quasiment mystique. Hein. Et alors au printemps, quand ça commence à pousser, ce qui se passe à tous les coups, c'est qu'à un moment, il y en a un qui craque, qui s'adresse à son voisin et qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais pousser ?» Et l'autre lui dit, ben voilà, chez moi c'est comme ça, on le fait comme ça, on l'accommode comme ça, et ne t'en fais pas, tu goûteras, quand ça sera mûr, je t'en donnerai. Règle absolue au jardin familial, don contre don. Si je donne 3 salades, je sais bien qu'on me rendra des carottes. Sinon c'est fini. Il y a une sorte de phénomène d'exclusion du collectif jardinier qui est très très féroce. Et c'est bel et bien ce qui se passe. Une fois les produits arrivés à maturité, s'ouvre spontanément une sorte de lieu d'échange, de don et de contre-don, et on ne peut pas regarder l'autre différent initialement, de la même manière, une fois qu'il a donné et qu'on lui a rendu. Et des relations se nouent. Pas forcément des relations d'intense amitié, mais ce qu'on appelle des relations d'interconnaissance, des relations de coup de main, où on reconnaît l'autre dans son originalité, et ma foi, pour tout ça, il n'y a pas besoin de quantité phénoménale de travailleurs sociaux, de tout comme. Il suffit qu'il y ait un jardin et mettre des jardiniers dedans. Ceci étant, il faut être honnête, hein, un jardin, ça doit être près du domicile. Et je comprends la réticence de certains élus locaux lorsqu'ils regardent le prix du mètre carré urbain. Mais je comprends moins bien la persistance de beaucoup de sinistres espaces verts dont je pense qu'ils pourraient véritablement être transformés en jardins familiaux. Sur ces questions-là, mais j'ai décidé de ne pas vous en parler ce soir. Je vais utiliser une formule que je n'aime pas beaucoup, qui est celle de l'argument d'autorité.
je vous affirme que dans le droit français, il y a tout ce qu'il faut pour multiplier les jardins familiaux dans nos cités. Code de l'urbanisme, code rural, code de l'environnement, enfin il faut récupérer 5 ou 6 codes. Vous avez absolument tout. Code de la construction et de l'habitation également. Tout est là. Ce n'est pas la peine de voter une bonne nouvelle. Seule chose nécessaire, c'est la volonté. La protection de l'environnement, troisième pilier du développement durable. Et là, les choses doivent à nouveau, dans la perspective du développement de cette modalité de la protection de la biodiversité urbaine, essentiellement végétale, peut-être quelquefois animale, mais ça pose d'autres problèmes. Dans cette perspective, la protection de l'environnement, elle est très fortement conditionnée. Parce qu'il faut être conscient, je disais il y a 10 minutes, que le jardinage familial, c'est un vieux mouvement en France, et en particulier en Allemagne également. C'est d'ailleurs davantage un mouvement du nord de l'Europe en tant que mouvement organisé qu'un mouvement du sud de l'Europe. Mais il faut être conscient que le plus grand nombre des terrains sur lesquels sont exploités des jardins familiaux depuis 50 ans, un siècle, voire un siècle et demi, si la terre était analysée, en termes juridiques, on verrait apparaître sur les cartes un périmètre qualifié de terrain contaminé. Tant l'utilisation de pesticides, de fongicides, etc., a été intense pendant des dizaines d'années. Faut-il pour autant être dans la perspective d'une protection de la biodiversité urbaine par le développement de ce type de jardinage, faut-il être très exigeant? Il y a une manière d'être très exigeant, et certaines communes l'ont fait. C'est dire, je crée un jardin, mais ça sera uniquement du jardinage bio. C'est le mieux. Peut-être, parfois, faut-il inventer des paliers. Des règlements qui expliquent, qui édifient. Mais une chose est certaine, créer un jardin familial sans prendre les précautions nécessaires quant au type de mise en culture, eh bien, ça n'est pas protéger la biodiversité urbaine, végétale et animale. C'est au contraire contribuer à la diminuer, à l'affecter, à altérer ces conditions de vie. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire. Je vais finir sur un regret. Le regret, c'est j'avais participé il y a très longtemps maintenant, ben justement il y a très longtemps, à un projet de réforme, du droit des jardins familiaux. Ça remonte à 2003. Vous vous rendez compte ? 2003. Et il nous était apparu nécessaire de distinguer entre différentes catégories de jardins urbains. En définitive, ça s'était appelé jardin collectif. Je détestais ce terme, enfin, celui qui a été consacré. Je vais donc parler plus généralement de jardins urbains. Trois catégories. Les jardins familiaux ouvriers traditionnels. Ceux-là, on les maintient, ils ont toujours leur raison d'être. On n'y touche pas. Mais on introduit une nouvelle catégorie, qui est la catégorie qui est déjà pratiquée ici ou là, mais dans des conditions juridiques quelquefois acrobatiques. Deuxième catégorie sont les jardins d'insertion.
pour les populations en grande difficulté sociale. Il a été observé que le jardin, je ne veux pas dire que le jardin fait des miracles, hein, mais que le jardin pouvait être un vecteur de resocialisation, de redécouverte des gestes, de redécouverte des rythmes. Et ces jardins d'insertion, ils doivent être dotés d'un statut particulier, parce que les associations qui les créent ont besoin de commercialiser les légumes, d'un point de vue strictement de leur équilibre budgétaire, alors que la commercialisation des légumes, en principe, est absolument prohibée dans les jardins familiaux traditionnels. Et troisième catégorie, c'est une sorte de mode qui est venue de Suisse en particulier, qu'on appelle les jardins partagés, qui sont dans les cités, enfin je veux dire les villes, pas les cités au sens habitat périphérique, mais pourquoi pas dans les cités habitat périphérique, des jardins qui sont créés par des voisins, simplement pour avoir un motif supplémentaire le cas échéant, mais un motif de se rencontrer. Tout aussi simple que ça. Tant il est vrai qu'il a été observé que si on n'a pas de motif de se rencontrer, eh bien on sera peut-être, en termes d'intérêt intellectuel et d'intensité des échanges, beaucoup plus proche avec je ne sais quel Australien qui partage la même passion que vous, parce qu'on communiquera par le net, beaucoup plus proche de cet Australien que de votre voisin de palier auquel vous continuerez chaque jour à dire bonjour monsieur, bonjour madame, sans échanger un mot de plus. Donc trois catégories de jardins, et nous avions introduit cet alinéa, je finis, qui disait « Les jardins collectifs contribuent à la sauvegarde de la biodiversité des plantes cultivées, fruits, légumes, fleurs, en favorisant leur connaissance, leur culture, leur échange non lucratif entre jardiniers. » Non lucratif, mettre un peu d'altruisme dans nos sociétés marquées par la voracité, ça ne me semble pas hors sujet. Ah.